Espace TV, le 22h. Au sommaire de ce journal, la commémoration des massacres du 28 septembre 2009 où des centaines d'opposants ont péri dans un stade de Conakry. 8 ans après, les victimes, toujours sous le choc, réclament justice. Vous entendrez leur cri de cœur dans ce journal. Un réseau de trafic humain démantelé par les services de sécurité. Les présumés auteurs ont été présentés à la presse ce jeudi. En Angleterre, les Rohingyas appellent à la mobilisation pour dénoncer les exactions commises contre cette minorité musulmane en Birmanie. Bonsoir à tous et bienvenue. Le 28 septembre, une date historique en Guinée qui revêt plusieurs sens. D'abord le référendum pour l'indépendance du pays, mais aussi le massacre d'une centaine de militants de l'opposition dans un stade de Conakry sous la junte dirigée alors par le capitaine Moussa Dadis Camara. À l'occasion de la date commémorative de ce massacre, l'association des victimes, parents et amis à Vipa se fait encore entendre et réclame justice. Le point avec Malik Sandiana Camara, Amar Alex Silla. Le siège de l'association des victimes, parents et amis du massacre du 28 septembre pris d'assaut ce jeudi. 2009-2017, cela fait 8 ans que des centaines de Guinéens ont été violentés, tués et portés disparus. Des femmes violées et humiliées. Ces témoins oculaires n'oublient pas son histoire, mais difficile pour elle de décrire ce qu'elle a subi ces jours au stade du 28 septembre. Étant une musulmane, étant une mère, je ne peux pas expliquer en public tout ce que j'ai vécu le 28 septembre. Mais seulement, ce que je peux vous dire, j'ai reçu toutes sortes de violences ce jour. Chacune d'elles présente ici une histoire pathétique concernant ce massacre. Malgré tout, l'appartenance politique reste affichée à tout prix. Baouri, l'un des membres du comité d'organisation du meeting au stade du 28 septembre en 2009, n'est pas resté à marge de cette commémoration. Il vient essuyer les larmes des victimes. Ma présence ici, c'est pour montrer aux victimes, à leurs ayants droit, que toute ma solidarité et toute ma compassion par rapport à la solitude que beaucoup d'entre elles sont en train de vivre aujourd'hui. À ce jour, plus de 450 victimes ont été auditionnées. La justice a également inculpé certains acteurs cités dans cette affaire, mais le plus important, c'est de rendre justice, réclament ces victimes. Nous réclamons la justice, vérité, justice et réconciliation. C'est une volonté politique. S'il n'y a pas la volonté politique, ce sera très difficile. Les organisations de défense des droits de l'homme, comme l'OGDH, accompagnent la VIPA dans les procédures judiciaires et montent des projets en leur faveur pour une prise en charge médicale des malades. Depuis 8 ans, les victimes n'ont toujours pas obtenu justice, mais n'en démordent pas. Les ONG de défense des droits humains, dont l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme, OGDH, et la Fédération internationale des droits de l'homme, qui sont également parties civiles dans cette affaire, demandent accélération du dossier. Reportage en Mariam Fodé Camara, Kierno Sadouba. Les organisations de défense des droits de l'homme qui accompagnent depuis 2010 près de 450 victimes rappellent que rien ne peut empêcher la tenue rapide d'un procès sur les événements malheureux de septembre 2009. Nous ne pouvons plus attendre, les victimes ne peuvent plus attendre parce que tout est réuni dans le dossier pour envisager une clôture. C'est-à-dire que les principaux responsables ont été inculpés, sont à la disposition de la justice et donc nous demandons aux autorités judiciaires d'organiser un procès dans les meilleurs délais. Le ministre de la Justice avait pris des engagements lors du passage de la Guinée devant le Comité des droits de l'homme. Des engagements qui tardent à se concrétiser. En février 2010, le ministère de la Justice a initié une instruction judiciaire qui a été de nouveau prolongée jusqu'au 31 octobre prochain. La FIDH n'exclut pas de trouver d'autres moyens de pression au cas où ce nouveau délai n'est pas respecté. Il y aura une mobilisation très renforcée de la part des victimes, de la part de la société civile. La Cour pénale internationale regarde aussi de près l'évolution de la procédure. Il y a des délais qui ne pourront pas être dépassés, sans quoi ni les victimes ni les organisations qui les accompagnent ne croiront dans la crédibilité d'un procès à venir.
Les ONG de défense des droits humains souhaitent que des personnes inculpées qui occupent encore des postes soient déchargées de toute responsabilité administrative. Pour ceux qui sont déjà détenus, elles demandent qu'ils soient libérés en attendant le procès. Il faut se dire que depuis 2009, il y a des gens qui sont arrêtés en lien avec les événements du 28 septembre, qui croupissent, mais en toute légalité, dans la géo guinéenne. C'est illégal. Ces gens-là doivent pouvoir être libérés, mais il appartient à l'État de faire en sorte que les personnes qui sont inculpées, qui encore sont au pouvoir actuellement, soient déchargées pour qu'elles soient préparées psychologiquement à affronter la justice dans le cadre de leur défense personnelle. Les tueries du 28 septembre sont une grave violation des droits humains. Le procès qui doit permettre de sanctionner les coupables sera à coup sûr favorable à la poursuite du processus de réconciliation nationale. Et puis en plus bref, des victimes des massacres du 28 septembre ont porté plainte contre l'ancien président de la transition auprès du tribunal de première instance de Dixine. En 2009, le général Sekouba Konaté était ministre de la Défense nationale. Cette démarche, selon les auteurs de la plainte, vise à accélérer la procédure rogatoire déjà engagée contre l'ancien troisième vice-président du CNDD, une information confirmée par une source judiciaire. Voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport à ces massacres du 28 septembre 2009. 28 septembre 1958, 28 septembre 2017, 59 ans jour pour jour que la Guinée a dit non à la communauté française, un vote grâce auquel la Guinée accède à son indépendance proclamée le 2 octobre 1958. Depuis quelques années, cette date ne fait pas objet de commémoration. À cette occasion, les reporters sont allés à la rencontre d'historiens qui ont des témoignages sur cette date. Suivez ce reportage d'Abdou Mamba et Amara Alex Silla. En cette journée du 28 septembre 2017, aucune célébration commémorative n'est prévue. Pour retracer les faits marquants de cette date, le professeur Djibril Tamsir-Niane se souvient de cette date comme si c'était hier. L'indépendance est indispensable. Et il conclut en disant: nous préférons la liberté dans la pauvreté à l'esclavage dans l'opulence. Dr Barry est médecin dans une clinique de la capitale. En plus de cette fonction, il est passionné par l'histoire de la Guinée. Dans ses recherches, il retient surtout l'élément déclencheur du nom de la Guinée au référendum gaulliste. Ils ont proposé de l'argent à Diawadou. Leur armée était là. Il a refusé. Qu'il a voté non, qu'il veut l'indépendance, qu'il aime la Guinée. Ils ont approché Barry III, le même discours. Il a dit non. Qu'il veut l'indépendance, qu'il aime la Guinée, qu'il a voté non. Pour la majeure partie des opinions, l'indépendance guinéenne est acquise de façon prématurée. Pour cet historien, cette indépendance a été fatale au projet de communauté française du général de Gaulle. Mais il indique que les puissances ont mis les bâtons dans les roues des jeunes nations. En 1958, la Guinée sentait bien qu'elle pouvait dire non, parce qu'effectivement, elle tenait toute la situation dans le pays. Là, c'est un événement objectif. Par ailleurs, finalement, le poids de la grande puissance a pesé sur les jeunes États. Depuis les massacres perpétrés le 28 septembre 2009, enregistrant une centaine de morts et de disparus, la date du 28 septembre 1959 a tendance à rester dans l'oubli. En marge d'une conférence de presse, Alpha Amadou Tahiré Diallo est l'un des artisans de la Révolution. Il a encore la mémoire vive de ce vote historique qui a permis à la Guinée d'accéder à son indépendance. Je vous propose de l'écouter au micro de Djibril Ba. De manière succincte, on retiendra que le 25 août, le général de Gaulle est venu proposer à la Guinée sa coopération franco-africaine. Il a proposé à la Guinée n'a pas accepté et la Guinée a décidé de voter non. Non, la Guinée a voté non le jour du référendum, c'est-à-dire qui était fixé toujours par la France le 28 septembre. Le 28 septembre, c'était un dimanche et les gens sont allés voter. Ils ont décidé, chez nous en tout cas,
l'écrasante majorité de la population a voté non à cette occasion au référendum du général de Gaulle. Et puis il a fallu naturellement proclamer la décision qui a été prise par le peuple de Guinée, les populations de la Guinée. Ainsi, le 2 octobre, on a proclamé les résultats de ces élections et ça a donné naissance à la République de Guinée et de ce fait, nous sommes devenus le 82e membre des Nations Unies. Cette date marque aussi l'anniversaire de l'élection de la première législature de la Troisième République, une occasion pour faire le diagnostic du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Pour le député Sékou Yaya, la législature de 1995 est celle qui a le plus marqué avec plus de débats et d'ouverture. Alseni Bari, Abdoulaye Kamara. Arrêtons-nous à l'hémicycle. À l'issue du vote de septembre 2013, on dénombre plus de 40 députés de l'opposition et une cinquantaine de la mouvance. Leur rôle devrait être voter les lois. 4 ans après leur élection, les députés vivent d'incompréhension au point de les empêcher de mieux accomplir leur mission. Il y a des difficultés de compréhension sur le rôle d'une assemblée dans un État démocratique. Il y a un problème de sentiment aussi, d'orientation qui existe. Certains députés défendent plus l'intérêt de leur parti politique que de la nation, s'indigne le député de l'UFR, alors que, dit-il, plusieurs défis sont à relever. Sur les enquêtes parlementaires, sur le contrôle de l'action gouvernementale, sur l'action du député vis-à-vis des départements de l'État, c'est un travail que nous devons continuer à observer. À la question de savoir quelle est la législature qui l'a le plus marqué, il répond sans détour, celle de 1995, au temps d'Alpha Condé, Bamamadou, Siradio Diallo, Louis Faber. Les débats étaient diffusés en direct à la télévision et à la radio nationale. Je crois que ça montrait la volonté qu'a tout ce monde-là de changer la Guinée, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition. Et c'est cet esprit qui me semble manquer un peu au sein de cette dernière législature, que nous avons aujourd'hui. En ce qui concerne les passeports diplomatiques réclamés par les députés pour leurs enfants et leurs femmes, il apporte un démenti catégorique. Dans l'actualité encore, des études sont déjà en cours pour rendre réel le découpage de la capitale et de sa périphérie. Cette initiative du ministère de l'administration du territoire nécessite de nombreuses concertations et l'Union européenne se met dans la dynamique dont l'aboutissement est de répondre aux défis de développement de la Guinée. Reportage de Djibriba, Ibrahima Souma. Conakry doit refaire sa cartographie, c'est ainsi que l'on peut comprendre la volonté des autorités de faire face à une démographie galopante et les contraintes de développement. La capitale ne répond pas aux normes et fait exception concernant son plan cadastral qui date de 1989. Cette démarche reposera sur la satisfaction de certains prérequis, notamment la prise en compte des spécificités de la capitale dans le cadre de la stratégie Grand Conakry Vision 2040. L'accès à un plus haut niveau d'équipement public, de services sociaux de base et de grands services publics structurants au bénéfice des populations. Aujourd'hui, les spécialistes s'accordent sur la complexité d'adapter des projets de développement dans les zones urbaines. En plus, il y a un manque de coordination de l'action publique et des collectivités locales, regrette-t-il. D'autre part, ce redécoupage permettra de réévaluer les besoins et défis des différentes communes afin de relancer et accélérer la dynamique du processus de décentralisation et de concentration des pouvoirs et compétences tant attendus et nécessaires pour garantir les services publics de proximité et qualité aux habitants de Conakry. Ces concertations montrent des constats effectués dans la capitale. Ce travail préliminaire touche également Dubreka et Koya, des endroits périurbains qui présentent les mêmes réalités que Conakry. On va agrandir Dubreka et Koya, donc en créant d'autres communes qui seront un peu compliquées parce qu'il y a certains qui ne veulent pas
parce qu'on avait déjà donné le point de vue à certaines communes de Dibreka et Koya, on a échangé avec eux au départ. Donc il y a des résistants qui ne veulent pas qu'il y ait nos découpages, mais c'est une nécessité. La vision Conakry 2040, une grande ambition qui doit impliquer toutes les sensibilités du pays. Les services de sécurité viennent de démanteler un réseau de trafic d'êtres humains. 2 individus ont été arrêtés. Le présumé cerveau du groupe serait basé au Ghana. Ils ont escroqué 26 000 $ à 2 Népalais. Explication, Mamadou Kalisso, Aboubakar Din Kamara. Les 2 présumés complices ont été interpellés avec des faux passeports, des cachets, certains faux documents, des photos d'identité et une fausse lettre d'invitation qu'ils ont envoyée aux Népalais à qui ils auraient escroqué 26 000 $ américains. C'est avec cette fausse lettre invitation qu'il a pu faire venir ces Népalais. Il les a retirés 26 000 $ plus le passeport. Ces gens-là sont là, ils n'ont plus rien à manger. D'après colonel Thiebouro, ce groupe a tenté d'envoyer frauduleusement en Turquie via Iran 2 filles guinéennes. Ces filles, dit-il, sont actuellement dans les mains de l'ambassadeur de la Guinée en Iran. Le père de l'une des victimes n'en revient pas. Ils ont vendu nos filles, ils les poussent à la prostitution et ils en tirent le bénéfice. C'est comme s'ils ne sont pas guinéens, c'est des sans-cœurs. Tout ce qu'ils racontent sont des mensonges. Ils ont vendu nos filles. Selon le secrétariat chargé de la lutte contre la drogue et le grand banditisme, c'est le 7e réseau de trafic d'êtres humains déniché par les forces de l'ordre. Il appelle les Guinéens à une prise de conscience. Moussa Thiebouro promet une guerre sans merci aux criminels qui, selon lui, ternissent l'image de la Guinée. Je vous dis que la Guinée a besoin de se réveiller. Les chefs de quartier, les chefs de secteur, les responsables de famille, il faut que chacun soit responsable pour nous citer chaque fois que vous voyez quelqu'un qui rentre, qui sort, qui ne fait rien et qui paye ta location tous les jours. Il faut se dire déjà quelque part que ce monsieur ne fait pas un travail propre. Il faut que les gens soient bons Guinéens, comme en Angola, comme au Rwanda, comme dans tous ces pays-là aujourd'hui, comme au Ghana. Tu laisses ton téléphone au Ghana à l'aéroport, tu viens trouver le téléphone là-bas. Les présumés complices de Daniel Beavogui, présentés comme le cerveau du réseau, ont nié les faits qui leur sont reprochés. Ils affirment avoir agi inconsciemment. La centrale syndicale UGTG, Union Générale des Travailleurs de Guinée, poursuit ses protestations et revendique ses droits à travers des sittings en face du département du travail. Ce jeudi, plusieurs dizaines de travailleurs de ce mouvement social se sont massés sur le long des artères qui séparent le jardin de 2 octobre au ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et du travail. C'est un reportage signé Makiso et Lamine Silla. Ils relèvent tous de l'Union Générale des Travailleurs de Guinée, UGTG. Ils scandent des propos hostiles au ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et du travail. Au cœur du mouvement, le secrétaire général adjoint de l'UGTG. Parmi les revendications figure, entre autres, la seule chose que nous demandons, on ne dit pas que nous avons raison, mais accepter de nous recevoir, accepter d'inviter ces entreprises-là aujourd'hui qui sont ciblées, qu'ils viennent et qu'on essaie de discuter pour savoir ce qui est en train de se passer. Mais jamais de suite. Quand vous venez, on vous dit le dossier est orienté à l'inspection générale du travail, vous allez à l'inspection générale du travail, il n'y a jamais de suite. Mais vous, de l'autre côté, vous continuez encore à enregistrer des morts sur le terrain parce que d'autres sont négligents. D'autres ne veulent plus faire de leur travail. Les raisons sont connues. Au ministère de tutelle, nous avons joint par téléphone le ministre Albert Damantan Camara, le principal concerné qui dit avoir reçu les ténors du mouvement. Selon lui, le dossier se situe à l'inspection générale du travail. Aux environs de 13 h, nous sommes reçus par l'inspecteur général qui nous confie ceci. L'inspection n'a aucun problème. À leur convenance, nos bureaux sont ouverts tous les jours. Je n'ai jamais fermé mon bureau à un partenaire social. J'ai été surpris qu'ils viennent faire le sitting au niveau du ministère et proférer des injures et des menaces. Quelle que soit la revendication qu'un travailleur peut porter, c'est légitime, ce qu'ils réclament, c'est tout à fait légitime. Mais la façon dont ils ont réclamé hier ne fait pas plaisir à l'administration du travail. Donc nous avons découvert cet état de fait. Alia Camara lance un appel au mouvement ainsi qu'à tous les travailleurs de Guinée
d'observer la discipline et de suivre la procédure qui régit le fonctionnement de son instance. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci aux équipes en régie et en édition. Ce journal est à retrouver sur notre site espacetvguinée.info. Merci aux téléspectateurs qui nous suivent du côté des Forêts Carrières.